Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Bonjour chers amis et bienvenue encore une fois pour l'écoute d'une autre page de notre histoire nationale qu'on ne nous enseigne pas ou qu'on enseigne très peu dans notre merveilleux monde de l'éducation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire connaître la vie des Amérindiens qui sont importants sur notre territoire, qui s'éteignent, un peu comme nous d'ailleurs, la nation dite québécoise. Et cela, ces Amérindiens, je vais vous les faire connaître au temps de Cartier et Champlain. Ont-ils toujours vécu en Amérique, ces Indiens, ou ces Amérindiens? Combien étaient-ils à l'arrivée des Européens? Quel était leur mode de vie, leurs coutumes, leur religion, leur alimentation, leur art de la guerre? Tout un programme, n'est-ce pas? Alors, faisons un retour dans le temps. Reculons à l'époque où Jacques Cartier est arrivé le 24 juillet à Gaspé en 1534. L'Amérique était peuplée à ce moment-là, depuis des millénaires, par de nombreuses nations indiennes qui ont pris l'habitude de s'appeler les Indiens, mais c'est nous, dans le fond, que les avions baptisés ainsi, pensant que nous étions sur la route des Indes. De là, l'abandon du mot indien pour Amérindiens, puisqu'ils occupent l'Amérique. On les appelait aussi les Sauvages et les Peaux-Rouges. Et si on les appelait Indiens, c'est dû à une erreur de Christophe Colomb, le navigateur italien au service de l'Espagne. Et sachant que la Terre était ronde, Colomb souhaitait atteindre l'Asie en allant vers l'ouest. Alors il a traversé l'Atlantique pour accoster en Amérique, aux Bahamas notamment, le 12 octobre 1492. Mais lui, il était certain qu'il était en Inde, tellement certain qu'il va baptiser du nom d'Indiens les Autochtones. Leur maïs devient du blé d'Inde et leur poule sauvage devient la poule d'Inde, notre dinde à nous autres dans le temps des fêtes. C'est Amerigo Vespucci qui va corriger la méprise, et ça va se faire quelques années plus tard, en expliquant que Christophe Colomb n'avait pas atteint l'Inde, mais bien un nouveau monde. Alors, pour rendre hommage à Vespucci, les géographes, les cartographes, ont donné son prénom au Nouveau Monde. Ainsi, Amerigo est devenu Amérique. Mais le nom d'Indien est resté accolé aux Autochtones. Par exemple, au Canada, on a toujours la loi sur les Indiens et non sur les Amérindiens. Quant à l'appellation sauvage, elle remonte au temps des Cartier de Champlain et aussi d'autres explorateurs. Ils étaient convaincus d'appartenir à une civilisation supérieure et d'être confrontés à des sauvages à cause du mode de vie amérindien, qui était bien différent comme mode de vie et beaucoup plus près de la nature, des animaux notamment. Alors l'expression avait une connotation plutôt négative, surtout chez ceux qui voulaient les civiliser, les christianiser. C'était le cas de la part des bons Européens catholiques. Par contre, de nombreux coureurs des bois trouveront la vie des sauvages pas mal agréable et attrayante, saine et surtout, on est tellement libre. Ils iront jusqu'à s'indianiser. Et avec le temps, on comprendra qu'on était plutôt en présence d'une grande civilisation, toujours en pleine croissance à ce moment-là, au moment où l'arrivée des Cartier et compagnie, ça donne. Et pour comprendre pourquoi les Européens vont les appeler les Sauvages ou les Peaux-Rouges, parce qu'ils ont la peau un peu plus claire, il nous faut donc retourner avant Cartier aux pêcheurs européens qui venaient tendre leurs filets dans la région de Terre-Neuve, le long de la côte du Labrador également. Et il leur arrivait parfois d'avoir affaire à ces farouches habitants qui habitaient la côte du Labrador ou de l'île de Terre-Neuve. Les Béotucs, par exemple,
C'étaient des Indiens ou des Amérindiens qu'on surnommait des peaux rouges à cause de la terre glaise, qui était foncièrement rouge, dont ils se couvraient le visage et le corps pour se protéger des moustiques et également du soleil. Mais si on peut comprendre pourquoi on ne parle plus des peaux rouges, comment expliquer qu'on n'entend jamais parler des Béotucs? C'est très facile à expliquer. C'est une des nations qui, parmi les premières, va disparaître au contact des Européens, transporteurs de maladies. Plusieurs vont se demander, mais d'où venaient-ils ces premiers occupants du Canada, ces Amérindiens? L'hypothèse la plus répandue, c'est celle qui veut qu'ils soient venus de l'Asie, de la Mongolie notamment. Alors, durant la période de la glaciation, il était facile pour ces nomades de quitter la Sibérie et de traverser vers l'Alaska et le Canada ensuite. Et ça, ce que je vous conte, ça se passait il y a 40 000 ans. Une affaire de rien, hein? Pourquoi? Parce qu'ils suivaient des troupeaux de caribous qui partaient de l'ouest vers l'est. Et les caribous, c'était des bisons géants. Il y avait des mammouths là-dedans. Il y en avait même en Amérique du Nord. Et par vagues successives, il va y avoir différentes peuplades, qu'on appellera des nations plus tard, qui ont traversé à pied le détroit de Bering, qui relie aujourd'hui l'océan Pacifique à l'océan Arctique. Et à cette époque, ce passage, situé entre la Sibérie et l'Alaska, était une steppe herbeuse appelée Béringie. Peut-on imaginer que le sol était sec à cette époque? Eh bien oui, il y a eu différentes périodes de glaciation dans notre histoire. Et quand on vous parle du réchauffement de la planète de nos jours, dites-vous que ça fait aussi partie des cycles de la nature, de Dame la Terre. Ces nomades se sont amenés sur notre territoire, ont transporté avec eux, ou en tout cas ils les suivaient, c'était des chiens. Alors le chien qui a été domestiqué avec le temps parce qu'il descendait, lui, du loup. Et avec le réchauffement de la planète, il y a 10 000 ans, les glaces qui recouvraient le sud du Québec vont faire la place à la mer de Champlain, le lac de Champlain. Et le Saint-Laurent, c'était la mer de Champlain. Pouvez-vous imaginer que le Saint-Laurent avait à peu près 100 000 de large? Alors, les eaux vont se retirer tranquillement, et c'est ainsi que va naître le majestueux Saint-Laurent et le très beau lac Champlain. Ils sont des vestiges de cette mer en réalité. Les eaux ont fait place, dans la vallée du Saint-Laurent, à une flore et une faune abondantes. Comment la nature, tranquillement, pas vite, peut faire son œuvre? Des nomades vont éventuellement découvrir ce nouveau monde, un monde de chasse et de pêche. C'était facile de cueillir, c'était facile de tuer un chevreuil, ou encore d'abattre un ours, ou encore capturer du poisson aisément pour se nourrir, ce qui faisait que cette terre de la vallée du Saint-Laurent était attirante. Et justement, je vais vous raconter un fait. Au contact des premiers Européens, on est en l'an 1500. On évalue la population de tout le continent américain à une centaine de millions d'habitants. Peut-on imaginer ça? La grande majorité de cette population était implantée au sud et là, on rayonnait avec les grandes civilisations mayas, aztèques et incas. Parce que partant de l'Alaska, ils vont descendre tranquillement le long des Rocheuses pour aller vers une terre plus chaude, alors que d'autres vont s'établir plus au nord de la baie du Tchon pour devenir des Inuits, qu'on a appelés des Esquimaux. D'autres vont descendre dans la vallée du Saint-Laurent, qui deviennent nos Indiens à nous, nos Amérindiens à nous. Alors, 100 ans plus tard, en 1600, la population de l'Amérique tombe de 100 millions à 10 millions environ, soit une baisse de 90 %. Comment expliquer ça? Eh bien, le phénomène s'explique, encore une fois, par la présence des Européens, les Espagnols, les conquistadors qui étaient des durs, qui transportaient des microbes européens, ou les Indiens ou les Amérindiens n'avaient pas les anticorps
pour absorber justement ces visiteurs importuns. Même chose pour les Portugais plus tard, les Français ici et les Anglais par la suite. Comme vous le voyez, l'Europe est un peu responsable. Et à ça, il faut rajouter également des épidémies. Et aujourd'hui, au Québec, on identifie 11 nations autochtones. Il y a les Abénakis, qui étaient les meilleurs alliés des Français, les Algonquins, des alliés des Français aussi, les Atikamekw, même chose, les Cris, les Hurons-Wendat, les Inuits, qui étaient des montagnais, les Malécites, les Micmacs, qui eux ont été très dévoués, en tout cas engagés avec les Français, les Mohawks, ou les Agnis, qui eux étaient des ennemis des Français, les Naskapis, et il y avait les Inuits, c'est-à-dire les Esquimaux sur ce territoire du Québec, ce qui fait à peu près 11 nations. Il y a de quoi s'y perdre quand on va essayer de les identifier, et surtout quand on étudie l'histoire de la Nouvelle-France, qui couvre tellement un territoire immense, de l'océan Atlantique au Grand Lac, des Grands Lacs le long du Mississippi, et puis si on va au nord jusqu'à la baie d'Hudson, et puis du Mississippi, on descend au Mexique, alors on dénombrait déjà une centaine de nations dans ces territoires-là. Imaginez-vous le travail qu'ont eu à effectuer ces gens très dévoués et instruits pour l'époque. Certains tricoteux de panier de nos jours condamnent l'action des Jésuites. Mais non! Les Jésuites étaient l'avant-garde intellectuelle du christianisme. C'étaient des gens très instruits, courageux et altruistes qui vont aller dans ces peuplades apprendre les langues, essayer de les christianiser, bien sûr. Certains vont finir dans des bouilloires, mais il en demeure pas moins que n'eût été de leur présence, on n'aurait pas connu grand-chose sur les Amérindiens. Alors ces missionnaires racontent dans leur récit et que peu importait la direction qu'ils prenaient, ils faisaient toujours la rencontre d'une multitude de peuples et des peuples amérindiens. On estime que du Pacifique à l'Atlantique, le Canada comptait à l'arrivée des Européens, des Français, 225 000 Amérindiens, dont plus de 60 000 à l'est des Grands Lacs, c'est-à-dire dans le territoire de la Nouvelle-France, chez nous. Chaque nation nomade ou sédentaire occupait sa partie de territoire. Ils avaient chacun leur zone d'influence. Dans les régions froides, en Arctique, ce sont les Esquimaux, les Inuits. Au nord, les Atikamekw, les Cris, les Inuits montagnais aussi. Dans la vallée du Saint-Laurent, là, on trouve les Abénakis, les Algonquins, les Malécites, les Micmacs, qui sont surtout en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, les Naskapis. Et quant aux Hurons-Wendat, ils étaient concentrés d'abord dans la région des Grands Lacs. C'est pas pour rien, dans la baie Georgienne, qu'il y a un lac qui s'appelle le lac Huron. Mais ils vont se réfugier au Québec parce que les Iroquois voulaient les éliminer, parce qu'ils faisaient un peu trop d'affaires avec les Français. Voyez-vous qu'il y avait déjà des guerres entre eux autres. Imaginez-vous pas que c'était la grande fraternité au nom de l'amour de la nature et des animaux. Au contraire, certaines nations voulaient avoir le monopole de la traite des fourrures avec les Français. Alors, comme les Hurons étaient proches des Français, les Iroquois vont vouloir les éliminer. La Confédération des 5 Nations, ou Ligue des Iroquois, si vous préférez. Alors, étant menacés, en plus de ça, il y aura des épidémies, ils vont s'amener au Québec autour de l'habitation de Champlain et vont s'installer à l'ancienne Lorette. Plus tard, il y en a qui vont venir autour du fort de Maisonneuve à Montréal. Ce qu'il faut retenir pour se retrouver là-dedans, tout un micmac, pour utiliser une expression indienne, ces 11 nations autochtones se divisent en 3 familles linguistiques. La première est celle des Inuits. La deuxième famille, algonquienne, qui regroupe l'ensemble des autres nations, sauf celle de la famille iroquoienne, composée des Hurons-Wendat et des Agnis Mohawks. Alors, vous voyez que c'est toute une histoire à simplifier.
Alors voyons maintenant à quoi ressemble le mode de vie amérindien. Les Algonquiens sont surtout des nomades. Il était bien difficile pour les Français de tomber amoureux d'une belle Indienne ou une Amérindienne, elle disparaissait, revenait 2-3 ans plus tard. Les seules filles que les Français auraient pu avoir, c'était des Iroquoises, mais c'était nos ennemis. Les Iroquois et les Iroquoises parce qu'ils étaient, eux, sédentaires et non nomades. Alors les Algonquiens vivaient de chasse, de pêche, de cueillette de fruits, de plantes sauvages. Ils ne cultivaient pas la terre. Ils habitaient des abris temporaires, déménageaient, avaient des tipis, des wigwams coniques, là, comme on connaît, qu'on a vu sur nombre d'images. Et au printemps, chez certaines tribus, s'ajoutait l'extraction de la sève d'érable pour la fabrication de sirop et de sucre. Et c'est d'eux autres qu'on va apprendre à profiter de la forêt. Les nomades se déplacent par petites bandes, dont le noyau est la famille. En été, les déplacements se font à pied et en canot, et en hiver, en raquettes et en traîneau à chien. Alors, si les nations algonquiennes sont nomades, ça déménage souvent, les Iroquois, eux, sont sédentaires. Ils cultivent, ils habitent donc des villages entourés de palissades, de pieux, et pour, entre autres, protéger les récoltes de la convoitise des ennemis qui pourraient venir voler justement les récoltes. Après tout, on avait constamment faim à cette époque. Et en 1535, lors du deuxième voyage de Jacques Cartier, il visite un village iroquoien. Il est à Stadacone. Et c'est à Québec, ça. Il y avait là 600 résidents. Il va visiter Hochelaga. Et ça, c'est à Montréal. Ils étaient environ 1500, ceux-là. Et on estime qu'il y avait une centaine de villages iroquois le long du Saint-Laurent. Étrangement, en 1608, Champlain arrive. Il n'y a plus un Iroquois le long du fleuve. Est-ce qu'ils ont été chassés par des nations ennemies? Ou bien ont-ils été victimes des microbes des hommes de Jacques Cartier lors de ces 3 voyages? Comme il y avait des guerres intertribales, on doit avouer qu'ils ont été repoussés vers le lac Ontario, à la hauteur de Syracuse. Ils ont été repoussés dans l'État de New York également, à Ticonderoga et au sud du lac Champlain, à l'extrémité du lac Champlain. C'est ce qui fait que quand Champlain arrive, a contact avec d'autres nations, et c'est pour ça qu'on lui demande d'aller se battre contre les Iroquois, les ennemis de ces nations qui accueillent Champlain, des Algonquiens notamment. Il faut dire aussi qu'il est très difficile de retracer l'histoire amérindienne avant l'arrivée des Cartier, Champlain et compagnie, parce que ces nations ignoraient l'écriture. La transmission de la culture et de l'histoire se faisait oralement, de la part des vieux aux plus jeunes. Et comme les nations iroquoises étaient sédentaires, elles avaient une organisation sociale quand même plus stable que celle des nomades. Les vieux tenaient un rôle important dans la désignation des conseils, voyaient la prise de décision concernant les affaires du village, et le grand chef s'appelait le grand sachem. Rappelons aussi que plusieurs familles éparpillées sur le territoire formaient parfois un clan, que plus d'une dizaine de clans formaient un village ou une communauté, que plusieurs communautés constituaient une nation. Alors, comme on peut voir, c'est assez complexe, merci. Quelle sorte de maisons habitaient-ils? Bien, comme je vous disais, les sédentaires surtout, ils avaient des maisons longues. Des maisons qui avaient 100 pieds de long sur 30 de large. Et chaque famille était liée par descendance à une aïeule commune, la grand-mère, la mère, les sœurs. Ça vivait tout ce monde-là sous le même toit avec leur mari choisi dans un autre clan. Et les hommes vivaient dans la famille de l'épouse. La descendance était matrilinéaire et on passait ça de mère en fille.
Parlons du travail maintenant. Les hommes faisaient des travaux lourds, la construction des maisons longues, ils le défrichaient. Lorsqu'on déménageait, par exemple, c'est eux qui coupaient les arbres. Et quand on déménage, tous les 10 ou 15 ans, eh bien, les cultures s'épuisent sur la terre. Il faut donc trouver, encore une fois, une terre plus fertile. Mais ils étaient quand même plus sédentaires que les Algonquiens, par exemple. La chasse et la pêche sont réservées aux hommes, de même que la guerre, bien sûr. Il y en aurait long à raconter sur l'art guerrier amérindien, surtout des Iroquois. Et il y avait une devise, ces gars-là. Surgir comme un renard, se battre comme un lynx, s'envoler comme un faucon. Les attaques surprises sont privilégiées. Monsieur de Maisonneuve en a su quelque chose quand il s'est établi à Ville-Marie. Et pour partir en guerre, imaginez-vous que ça prenait l'accord des femmes. Pour défendre ou s'approprier un territoire ou pour venger une offense, ça prenait encore une fois l'approbation des femmes. La femme avait déjà un rôle fort important. Voyez-vous qu'on les appelait les sauvages, mais dans le fond, nous aurions eu beaucoup de leçons à recevoir d'eux quant à leur comportement sociologique, si vous préférez. Un Iroquois, c'est un brave. Il ne craint pas de corps à corps. Il est très habile. Le scalp ou la chevelure arrachée sur le crâne de l'ennemi, c'est pour lui une espèce de trophée qu'il va attacher fièrement à sa ceinture pour montrer, voyez combien de gars j'ai pu abattre, parfois des femmes et des enfants aussi. Au chapitre de la nourriture, toujours sur les Iroquois ou Iroquoiens, pour l'alimentation principale, on fait de la farine qui entre dans la préparation d'un plat très apprécié, la sagamité. Alors, on cultivait donc principalement, chez les Iroquois en tout cas, les 3 sœurs, c'est-à-dire le maïs, la courge et le haricot. Et ils connaissaient aussi le maïs éclaté, le popcorn. Les Américains n'ont rien inventé, comme vous voyez. Ils étaient sûrement plus santé que le nôtre qu'on achète au cinéma avec du sel puis du beurre à des prix de fou. On cultivait aussi les tournesols pour les graines et pour en extraire une teinture. À cela s'ajoutait la cueillette de fruits et de plantes sauvages pour les tisanes. Le tabac était la seule culture que se réservaient les hommes. Les Pétuns, par exemple, une nation iroquoise voisine des Hurons, en faisaient la culture à grande échelle pour le commerce. Et enfin, ce sont les femmes qui voyaient au ménage, qui voyaient à l'entretien du feu, à la cuisine, à la confection des vêtements, qui venaient des peaux de fourrure, qui venaient des peaux des animaux, et au tressage aussi des paniers et des cordes. Ça, c'est les femmes qui se chargeaient de ces tâches. Elles assuraient également l'éducation des enfants. Et d'ailleurs, concernant les tout-petits, les Français seront choqués quand ils vont découvrir comment sont éduqués les petits Amérindiens. Mais dans le fond, la mère avait une autorité, et si bruyants pouvaient être les petits Indiens ou Amérindiens, ils étaient parfois beaucoup mieux éduqués que les enfants blancs qui aujourd'hui, avec tous nos sociologues, élèvent les parents. Une autre pratique amérindienne qui agaçait les Français trouvaient ça barbare, que les Indiens boivent de l'eau de rivière. Ça se peut-tu? Ils se baignaient aussi dans la rivière ou le lac. Ils prenaient des bains de vapeur. Ils avaient même des suris, on peut les appeler ainsi, l'ancêtre du sauna. Alors, de quoi être malade, selon les Français, ça n'avait pas de bon sens de s'exposer dans l'eau froide comme ça. Alors qu'en France, on le sait, l'eau n'était pas courante et on se lavait une fois par semaine ou peut-être une fois par mois. Alors quand ils sont arrivés ici, ils pouvaient très bien être pourvus de nombreux microbes. Les Européens, on le sait, ne se lavaient pas. Ils se contentaient de se frotter les parties intimes avec des linges parfumés.
Le roi Louis XIV était très bon là-dedans dans le parfum. Et ils ajoutaient du vin ou du vinaigre dans l'eau à boire pour tuer les microbes apparemment. Quelques mots sur leur religion. Ils croient un grand esprit. Il était évolué quand même. On les appelait sauvages, mais à certains égards, il y avait une évolution qui était très intéressante. Le Manitou était l'espèce de grand dieu chez les Algonquins et Oranda chez les Iroquois. Ils ont une conception animiste du monde. Les esprits bons et mauvais sont partout. Tout est relié dans le cercle de la vie. Ils voient un grand respect envers les animaux et la nature. Ils croient à la vie après la vie et enterrent leurs morts. Vous voyez que déjà, ils pouvaient nous donner des leçons. Il y avait les sorciers. Par contre, eux autres, ils agissaient comme intermédiaires avec le grand esprit ou les grands esprits, parfois au pluriel. Ils sont aussi des guérisseurs, en tout cas le sorcier. Ils recouraient à la magie et à des plantes médicinales pour soigner des gens. Eh bien voilà, mes chers amis, c'est un survol bien rapide pour faire connaissance de ces tribus ou ces nations. Et de nos jours, on recense près d'1 million d'Autochtones et Métis dans le Canada entier et au Québec. Ils sont à peu près 100 000 répartis dans les 11 nations dont je vous parlais en début d'émission.